Mesdames et messieurs les élus, chères Montreuilloises, chers Montreuillois, ce soir, notre conseil municipal va être amené à prendre deux décisions qui vont avoir un impact concret pour des milliers d'entre vous. Je veux parler de la mutuelle communale et de l'adhésion à table commune, signifiant le retour à une gestion publique de notre cantine scolaire. La mutuelle communale est un engagement fort de notre municipalité pris en 2018 sur un principe simple et pourtant fondamental pour les valeurs que nous partageons. La santé est un bien commun et l'accès aux soins doit être égal pour chacune et chacun d'entre nous. Or, notre système de santé repose pour partie sur le marché des assurances santé et des mutuelles d'autre part, assurances qui se prêtent au jeu de la concurrence au détriment de la justice sociale. Dans ce contexte, nous souhaitions garantir aux Montreuilloises et aux Montreuillois, aux agents publics, aux étudiants, aux étudiantes, la possibilité d'accéder à une mutuelle à des tarifs abordables, négociés. Les réformes successives décidées depuis par le gouvernement et l'inadaptation du montage de l'offre initiale ont conduit à ce que notre partenaire augmente ses tarifs d'année en année, rendant de facto notre proposition de mutuelle communale en inadéquation avec nos principes initiaux. Nous avons donc pris la décision de ne pas renouveler le partenariat avec la Solimut et nous avons lancé un appel à manifestation d'intérêt qui s'est avéré fructueux. Si le conseil municipal le décide ce soir, nous aurons dès demain une nouvelle offre de mutuelle communale à proposer aux Montreuilloises et aux Montreuillois, dont les prix et les augmentations ont été négociés et garantis dans la durée. Si le conseil le décide ce soir, la ville adhérera à table commune. Depuis la rentrée de janvier, les petits Montreuillois et les petites Montreuilloises goûtent une nourriture nouvelle et surtout meilleure, si l'on en croit les nombreux retours que nous avons reçus. Elle est en effet davantage fait maison et les contributions des familles ne viennent donc plus enrichir des actionnaires, mais financer un outil public en constante évolution. C'était un des engagements majeurs de notre campagne municipale, le retour en gestion publique de la restauration scolaire pour maîtriser la qualité et la provenance de la nourriture qui est servie dans l'assiette de nos enfants. Nous tenons cette promesse et il était important de le faire. Car nous avons l'intime conviction que notre cantine doit être publique pour nous permettre de prendre les décisions qui garantissent à nos enfants un accès à une alimentation plus saine, plus durable et avec des coûts maîtrisés. Il aura fallu 2 années de travail lancées à l'automne 2021 dans le cadre des États généraux de l'alimentation et de la concertation sur la restauration collective pour trouver la meilleure solution au regard de nos ambitions et de nos capacités financières. S'agissant de nos ambitions, il faut dire qu'elles sont élevées. Nous souhaitons d'une part aller plus loin, toujours plus loin dans l'approvisionnement bio en circuit court, car nous savons que les 9000 repas servis par jour dans nos offices, dans les offices de nos écoles, représentent autant d'investissements potentiels dans le développement de cette filière. À l'heure où le règlement de la crise agricole par le gouvernement s'est fait sur le dos de la santé environnementale, avec notamment la pause décrétée dans le programme de réduction des pesticides, et au détriment d'une réelle progression des rémunérations des agriculteurs et des agricultrices, nous pensons que la priorité doit être donnée au soutien de celles et ceux qui travaillent la terre dans des circuits courts et dans le respect de la biodiversité. Nous souhaitons d'autre part disposer d'un nouvel équipement public à Montreuil, d'une cuisine centrale flambant neuve et moderne, dans lequel chaque mètre carré est pensé pour répondre de la meilleure des manières aux exigences de qualité
et pour offrir des conditions de travail, de bonnes conditions de travail aux cuisinières, cuisiniers, aux commis d'office, afin de préparer le repas de nos enfants. Ce soir, nous verrons que l'équation du budget 2024 est complexe et qu'elle nécessitera des choix forts, tant en fonctionnement qu'en investissement. Car les 2 dernières années inflationnistes ont balayé d'un revers de main les efforts entrepris depuis 2020 en fonctionnement et ont alourdi les coûts des projets prévus en investissement. Du côté du gouvernement, il n'y a pas d'ouverture concernant une meilleure prise en compte des difficultés de toutes les collectivités. Le filet de sécurité est non applicable à notre commune. L'État plus fort en Seine-Saint-Denis aura été une simple valorisation des dispositifs existants. L'augmentation du point d'indice pour les fonctionnaires, si faible soit-elle, sans compensation aucune pour notre budget. Année après année, et ce dans différents secteurs, nous sommes amenés à pallier le désengagement progressif de l'État sur ses compétences, parfois les plus régaliennes. Je terminerai mon propos en revenant sur le discours de politique générale du 30 janvier, durant lequel le Premier ministre a remis en cause l'une des lois les plus emblématiques sur le logement. Je veux parler de la loi de solidarité renouvellement urbain. Sa volonté est d'inclure les logements dits intermédiaires dans le quota de 25% de logements sociaux que les communes doivent produire. Je rappelle que seulement 3%, je dis bien 3% des ménages en attente de logement social sont éligibles au logement intermédiaire. Cette proposition ne répond donc en rien aux 2,6 millions de demandeurs et de demandeuses de logements sociaux et à la réalité intenable que nous connaissons dans nos villes. Emmanuelle Causse, ancienne ministre du Logement et désormais présidente de l'Union sociale pour l'habitat, avec qui j'ai échangé il y a quelques jours, me réaffirmait qu'une telle mesure, si les propos du Premier ministre étaient suivis des faits, étaient suivis du vote de la loi, conduirait purement et simplement à en finir avec l'ambition de la loi SRU de construction sur l'ensemble du territoire, dans chacune et chacune des villes, de logements sociaux accessibles. Nous le savons, à travers cette déclaration, il ne s'agit pas de répondre aux besoins des locataires, mais de permettre aux maires réticents à produire du logement social, à ceux qui, depuis plusieurs décennies, sont hors la loi, devant l'impératif de justice sociale, d'améliorer artificiellement leurs statistiques sans agir en faveur du logement public et du logement des personnes qui en ont besoin. Dans nos villes, la pression de la demande du logement social augmente chaque année. Une attribution pour 7 demandes en 2015 contre une pour 12 en 2022. Dans un écho cynique, au lendemain de l'annonce du Premier ministre, la Fondation Abbé Pierre publiait son rapport annuel sur le mal-logement, parc HLM saturé, habitat indigne, record d'expulsion, enfants à la rue, la bombe sociale du logement a explosé. Face aux alertes répétées de ces dernières années, qu'a-t-il été fait par l'État en haut lieu? Pas grand-chose, à part réduire les dépenses avec une baisse équivalente à 15 milliards d'euros chaque année depuis 2010. Nous devons continuer à défendre une vision du logement qui place les besoins des classes populaires, les besoins des couches salariées, les besoins des plus vulnérables au cœur de nos préoccupations, sans compromis. Et nous devons continuer à dénoncer le non-respect de la loi SRU et à demander, comme nous l'avons demandé, que les maires et les territoires qui n'appliquent pas la loi de solidarité renouvellement urbain soient sanctionnés. C'est particulièrement le cas dans de nombreuses villes de l'Ouest parisien,
dont certaines sont dirigées depuis des années par des élus qui font la loi, mais qui ne la respectent pas. À l'inverse, je veux indiquer au Conseil que, ayant fait le bilan des constructions qui sont intervenues sur le territoire de Montreuil, nous avons respecté notre engagement de 42% de logements publics dans l'ensemble des constructions nouvelles construites. Et nous poursuivrons cet engagement et ces efforts pour répondre à notre échelle à la crise du logement. Ce soir, vous allez nous demander, monsieur le maire, vous et votre majorité, de voter un vœu en réaction aux propos du nouveau Premier ministre sur la loi SRU. Bien entendu, je soutiendrai ce vœu. Dans son rapport sur l'état du mal-logement en France en 2024, la Fondation Abbé Pierre pointe en effet, comme vous le disiez tout à l'heure, le fait que dans notre pays, 2,6 millions de personnes sont demandeurs de logement. Ce rapport pointe aussi un autre phénomène, qui est l'autre aspect de la crise du logement que traverse notre pays, c'est la question de l'habitat indigne. La crise du logement en France est aussi 1 million de personnes qui vivent dans des logements indignes. Soulignant les effets dramatiques sur la santé, le confort et l'estime de soi, le 29e rapport de la Fondation Abbé Pierre appelle à faire de la lutte contre l'habitat indigne une priorité politique. Montreuil prend à cœur la question de la production de logements, mais la question du logement indigne dans le parc social est quant à elle invisibilisée. Je m'explique. En effet, dans beaucoup de cités, les logements de barres d'immeubles entières sont dans un état de dégradation avancé, voire pour certains insalubre. Du Bel Air Grand Péché, qui pourtant sort d'une opération de rénovation urbaine de grande envergure, à la Croix de Chavaux, en passant par les Ramenas, la Boissière, Signac, la liste est malheureusement longue de ces logements qui, pour certains d'entre eux, rendent malades leurs occupants et notamment les enfants. Cette question du logement indigne dans le parc social est un tabou qu'il va bien falloir briser un jour. Pour trouver des solutions, il faut accepter de voir la réalité telle qu'elle se présente. Il faut voir ces appartements dont les murs sont imbibés d'eau, où les moisissures se développent, ces barres d'immeubles infestés de rongeurs et de cafards. Beaucoup d'enfants habitant ces appartements développent des troubles respiratoires. Ces locataires interpellent leurs bailleurs, ils interpellent leurs élus sans le moindre retour de qui que ce soit. Même les courriers recommandés qu'ils vous envoient ne sont pas retirés. Cette situation d'insalubrité de bon nombre de logements du parc social s'explique en partie par l'absence d'entretien de son patrimoine par l'office HLM. Certaines cités qui font face à des dysfonctionnements à répétition sont aussi des cités dans lesquelles il n'y a eu aucun investissement du bailleur depuis plus de 20 ans. Dans certaines de ces cités, la VMC est en panne depuis des années, même l'électricité n'est plus aux normes et je ne parle même pas des ascenseurs. Dans les faits, tout se passe comme si le bailleur comptait sur des opérations de rénovation urbaine pour remettre à jour les logements de son parc. À l'ordre du jour de notre conseil municipal ce soir, il y a plusieurs délibérations qui intéressent l'office HLM. Ainsi, par exemple, on nous demande d'approuver une convention de cofinancement entre la ville et l'office pour faire une étude en vue de réaliser une opération mixte de logement sur le secteur Baudin. Compte tenu de l'état des finances de la ville, de l'état du parc de l'office HLM, compte tenu de l'engagement de l'office dans 2 opérations de rénovation urbaine, peut-être que l'intérêt de telle opération pourrait être questionné. Tout comme je le disais lorsque vous aviez décidé que l'office HLM devait dépolluer la SNEM et construire du logement social et de l'accession sociale à la propriété, tout comme à cette époque, je pense que la priorité pour l'office devrait être d'investir pour résorber rapidement les logements indignes de son parc, plutôt que de faire des études pour construire. Quand l'argent se fait rare, on doit faire des choix. Je pense qu'avant de financer une étude en vue de réaliser des logements, l'office HLM devrait investir sur un audit de l'état de son patrimoine en vue d'effectuer des travaux là où c'est urgent, afin de permettre à tous ces locataires de vivre dans des logements dignes. Au-delà du logement social, je voudrais dire quelques mots ce soir dans mon propos introductif sur l'état de santé démocratique de notre ville. Ce soir encore, on voit combien la santé démocratique de notre ville est vacillante. En effet, il nous est proposé ce soir d'adhérer au Ciresco, devenu table commune pour la fourniture des repas de la cantine notamment. On adhère ce soir, pourtant le Ciresco fournit déjà plus de 8500 repas par jour à la ville depuis le 8 janvier. Tout a été passé par une décision du maire signée le 20 décembre dernier, un contrat sur 4 ans d'un montant de 26 400 000 € passé en toute hâte, sans mise en concurrence. Au-delà des questions juridiques que soulèvent de telles décisions, reconnaissons qu'il y a là, du point de vue démocratique, un vrai problème lorsqu'un seul homme, tout seul, peut, sans la moindre discussion, engager la ville pour des montants de plus de 26 millions d'euros.
Le malaise grandit quand on se rend compte qu'à l'ordre du jour de ce soir, on a une délibération pour demander au conseil municipal d'accorder une remise gracieuse de 6 000 € à une famille en très grande difficulté qui, manifestement, ne peut pas payer les prestations du service enfance. L'avis du conseil municipal n'est pas nécessaire pour prendre un engagement de plus de 26 millions d'euros. En revanche, pour dépenser 6 000 €, l'avis du conseil municipal devient indispensable. Pour ma part, j'ai du mal à comprendre le raisonnement des collègues dont les organisations militent sur le plan national pour plus de démocratie, voire même pour une 6e République, et qui valident localement à Montreuil ce type de dérive démocratique. Je vous remercie. Nous avons lancé un appel d'offres sur la question de la fourniture des cantines. Et cet appel d'offres, comme d'autres villes, je pense à la ville d'Aubervilliers par exemple, et à d'autres villes dans le pays, n'a pas reçu de réponse de la part des différentes sociétés sur le marché. Comme c'est le cas aujourd'hui, sur beaucoup de sociétés qui fournissent des repas aux cantines, car avec l'augmentation des coûts de la nourriture, des coûts de l'alimentaire, il y a un désinvestissement d'un certain nombre de majors sur la cantine scolaire, ou alors les tarifs sont si importants qu'ils deviennent prohibitifs pour les villes. Ce qui fait que d'ailleurs, un certain nombre de villes s'engagent aujourd'hui, comme nous, dans l'urgence. Nous travaillons depuis 2 ans, mais des villes dans l'urgence sur une réflexion de retour en régie publique. Et donc, à partir du moment où nous n'avions pas reçu d'offres et que nous n'avions plus, du coup, la capacité de fournir des repas à nos enfants le 7 janvier, qu'est-ce que je devais faire comme maire ? Est-ce que je devais fermer les cantines ou est-ce que je devais prendre une décision qui me permette de faire face à ce désordre ? Eh bien, j'ai pris une décision qui me permet de faire face à ce désordre et de fournir des repas aux enfants. Et c'est ce que permet la loi, puisqu'elle permet que lorsqu'un marché est infructueux, alors nous nous engageons dans un autre type de rapport et de lien aux fins de permettre la fourniture d'un service essentiel. Et donc, je vous le dis, Madame Yonis, j'assume que ma signature ait été engagée aux fins de permettre que le 7 janvier, il y ait bien des repas qui soient servis à nos enfants. Ça commence très fort là quand même. Bon, on va avoir le débat sur les cantines, mais là franchement, le niveau de mensonge qui est déjà atteint est assez impressionnant parce que ce marché est totalement irrégulier. D'ailleurs, il n'engage pas votre signature puisque la personne qui a signé n'a indiqué aucune délégation du maire et il n'y a pas de Marianne, il n'y a rien. Donc ce marché qui a été d'abord lancé à 4 900 000 € pour être finalement rectifié à 30 millions d'euros alors qu'il était en fait à 26 400 000, tout est irrégulier dans ce marché. Alors vous expliquez que vous l'avez fait dans l'urgence. Alors il faudrait savoir, c'est un mûrement réfléchi ou c'est dans l'urgence. En tout cas, vous êtes venu à la rescousse d'un syndicat communiste. Bon, voilà, on y reviendra tout à l'heure, mais au moins les choses sont claires. J'ai eu longuement le maire d'Arcueil tout à l'heure, qui a confirmé un certain nombre de choses dont on pouvait avoir l'intuition, mais on aura le débat tout à l'heure. En tout cas, c'est vraiment un des exemples symboliques de ce qu'est en train de devenir cette municipalité et de la dérive hallucinante, en fait, droitière de cette municipalité, droitière et vraiment, allez... non, pas fasciste, non, mais avec des méthodes qui relèvent plutôt du pénal qu'autre chose. Vous avez, ces derniers temps, réussi à faire un nombre de décisions qui laissent pantois absolument tous les gens, même qui vous soutiennent ou vous soutenaient, y compris la CGT et y compris l'ensemble des personnels des centres de santé municipaux, qui sont quand même a priori pas des gens réputés pour être des anticommunistes primaires. Vous avez essayé
d'entourlouper et de choper la prime Coquerel pour les médecins et pas pour l'ensemble des personnels. Il aura fallu une grève générale de l'ensemble des personnels des centres de santé municipaux pour que vous reveniez sur cette décision et que vous abandonniez ce bonneteau, manifestement déçu. La façon dont sont traités les locataires des logements sociaux, d'une bonne partie des logements sociaux, comme l'a expliqué ma collègue à l'instant, franchement, c'est pas très digne d'une ville qui se targue d'être à l'avant-garde de la gauche française. Mais vous avez atteint des records avec la façon dont vous avez traité, ou plutôt vous n'avez pas traité, les résidents du foyer Le Nain-Tilmont qui a brûlé le dimanche 28 janvier. La façon dont vous avez systématiquement refusé la moindre prise en charge, même pas une cellule psychologique, le CCAS refusant les dons des personnes qui voulaient aider les résidents à la rue et les renvoyant vers Emmaüs. Vous n'avez même pas assumé le fait que, théoriquement, une commune, dans l'urgence, accueille les sinistrés. Ces gens, pour vous, n'existaient pas, ils n'existent pas. Le discours de la ville et d'un certain nombre d'élus de cette ville disant « tout va bien, il n'y a rien, il n'y a pas de blessés et tout le monde est relogé », était non seulement d'un cynisme absolu, mais en plus à démobiliser le début de solidarité qui commençait à se faire chez des habitants qui voulaient aider ces gens. Qu'est-ce qu'il y a de gauche dans une telle attitude? Pourquoi refuser de prendre en compte la douleur et la situation de ces Montreuillois qui, pour certains, sont là depuis des décennies? Il aura fallu que le maire d'Ivry, votre collègue Philippe Bouissou, communiste, leur ouvre un gymnase pour qu'ils puissent passer un peu de temps au chaud et à l'abri. Ils sont revenus à Montreuil, il ne leur est strictement rien proposé. C'est honteux, c'est moche, mais en même temps, ça va très bien avec ce que vous faites à Branly, ça va très bien avec la façon dont vous laissez couler le restaurant du foyer centenaire, et finalement, ça va très bien avec la façon dont cette ville a évolué. Le 6 juin 2016, vous refusiez de recevoir Emmanuel Macron, ministre de François Hollande, qui venait à Montreuil. Le 18 mai 2021, vous accueilliez Darmanin et le si peu regretté préfet allemand à Montreuil. Ça dit tout d'une certaine dérive, ça dit tout de ce que vous êtes devenu, ça dit tout de ce que certains acceptent en fermant les yeux, probablement avec un peu de gêne. Mais tout ça s'accompagne en plus d'une dérive dans les pratiques. 2 enquêtes du parquet national financier qui concernent Montreuil, au moins 2 enquêtes, notamment sur le fonds de dotation, qui est quand même un truc dont il faudra quand même un jour écrire l'histoire. Et ce système de prédation, parce que c'est vraiment ça, devient de plus en plus visible, de plus en plus gênant, de plus en plus grossier. Certains l'appellent mafieux, je n'utiliserai pas ce terme, mais en tout cas c'est ravageur pour la démocratie, pour l'image de la parole publique et des élus, et c'est profondément mortifère. Et sincèrement, tout ce que vous racontez là contre le gouvernement, contre la droite, etc., par rapport à l'action ou l'inaction que vous faites, franchement, c'est honteux. Merci beaucoup, Monsieur Cerne. Je n'ai pas d'autres orateurs, je passe la parole à Philippe Lamarche.